Bonjour à tous, la suite donc des cours sur les microzymas. Aujourd'hui je vais vous parler des maladies et contagions. La plupart des bactéries ou prokaryotes sont des constructions déjà élaborées, bien que moins que les cellules. Elles ne sont parfois que de simples juxtapositions de microzymas, mais il est certain que, comme pour les cellules, ce sont les microzymas qui les bâtissent en fonction de la qualité du milieu intérieur, qui est dans ce cas toujours dyscrasique. Et c'est bien sûr le cerveau, pilote automatique du fonctionnement de notre corps, qui met en œuvre toutes ces évolutions en modifiant localement les qualités bioélectroniques du milieu. En pratique, il faut donc dédramatiser la présence de bactéries à l'intérieur de notre corps ou dans notre sang. Leur présence est habituelle. Ce ne sont pas des septicémies. Nos observations sur le sang vivant en quête de microzymas nous montrent très souvent des bactéries. Coques, en forme de sphère, bacilles, en forme de bâtonnet, spiryles, plus ou moins spiralés, ondulants. Nous avons pu observer de nombreuses fois le fameux vibrion décrit par Béchamp, faisant penser à un chef de patrouille ou à un adjudant-chef mettant ses effectifs en bon ordre. Là encore, la théorie selon laquelle les bactéries auraient une vie propre associée à une intelligence démoniaque et cynique dans le but de nous détruire ou au moins de nous nuire est totalement absurde. La présence d'une bactérie coïncide toujours avec un travail de réparation salutaire. Et une fois celui-ci achevé, elle se démontera pour donner des microzymas. Ces derniers pourront alors se consacrer à d'autres activités. Donc ici sur cette première photo, on voit une culture de colibacilles dans une boîte de pétri. On distingue nettement la réalité des microzymas juxtaposés. Sur cette photo, il s'agit d'une Borrelia spirille. Et sur celle-ci, ce sont des cyanobactéries, coques, que l'on retrouve dans les bas-fonds sous-marins des profondeurs où la lumière ne passe plus. Selon certains, ils seraient à l'origine de la vie sur Terre. Là encore, nous distinguons nettement l'agglomération de microzymas. Dans tous les cas, la bactérie n'est jamais la cause d'une maladie. Elle est un symptôme parmi d'autres. De même que les mouches qui tournent autour d'un tas de fumier n'ont pas produit le fumier en question, mais veillent à redistribuer cette matière azotée pour fertiliser l'humus aux alentours. De même, les bactéries sont des intermédiaires précieux pour retrouver la santé. Il faut être conscient cependant que dans certaines circonstances, la pullulation microbienne peut être excessive ou bien source d'empoisonnement toxinique, comme pour le tétanos que nous étudierons plus loin. L'observation de très nombreux malades que j'ai accompagnés depuis 1973 d'une part, plus toutes mes recherches par ailleurs autour des vaccinations, plus l'histoire de la médecine, m'ont finalement convaincu que ces dérives, dyscrasies, ont pour origine une carence vitaminique essentiellement en vitamine C et en vitamines du groupe B. B comme Béchamp. Je vous propose d'observer ce tableau donc, qui est comparatif entre le scorbut et la maladie de Barlow. Le scorbut donc de l'adulte et la maladie de Barlow qui est un scorbut mais du petit enfant. Troubles psychiques manifestant le stress pour le scorbut. Irritabilité, dépression. Troubles liés à l'hyperoxydation. Essoufflement rapide, douleurs musculaires, fièvre. Hémorragie gingivale, nasale, épistaxie, purpura, ecchymose. Déchaussement dentaire allant jusqu'à la chute des dents saines, purulence à tous les niveaux, ORL et en particulier les gencives. Dévitalisation générale, teint gris, dégradation de toutes les fonctions de l'organisme, aboutissant à la mort. Pour la maladie de Barlow, troubles psychiques manifestant le stress, irritabilité, agitation, énervement, pleurs continuels, anorexie, amaigrissement, opistotonos, ce sont les soi-disant méningites virales.
troubles liés à l'hyperoxydation, hémorragie partout, y compris intracrânienne ou dans les yeux, hématomes, purpura, hémorragie viscérale, infection purulente, yeux, ORL, bronchiolite, digestive, infection plus hémorragie au niveau de la peau. Les lésions peuvent ressembler à des brûlures par cigarette, rachitisme avec ostéoporose majeure et fracture au moindre choc, comme dans la maladie des os de verre. Vous vous rappelez, j'imagine tous, de ce personnage dans le film Amélie Poulain. Je pense qu'à l'évocation de cette maladie, on a tous ces images présentes à l'esprit. Mort subite du nourrisson. Tous les chercheurs authentiques sur la question, que ce soit le professeur Linus Pauling, le docteur Archie Kalokerinos, le docteur Irving Stone et bien d'autres, sont unanimes. Ils ont pu démontrer que l'homme est incapable de synthétiser cette précieuse substance, de même que la plupart des primates, créés pour vivre et être frugivores dans une zone équatoriale ou tropicale, où les fruits sont particulièrement riches en vitamine C naturelle. Par ailleurs, ils ont démontré que chaque situation de stress intense multiplie les besoins en vitamines et en sucre, carburant. Ce qui est tout à fait logique puisque les oxydations sont majorées par les stress et surtout par le travail de réparation et donc par la production de substances oxydées et de radicaux libres. Je vous renvoie au dernier cours sur la bioélectronique. C'est un peu comme une bougie se consumant dans l'oxygène pur. Elle développe une flamme énorme et se consume en quelques minutes. Nous pouvons passer en revue quelques circonstances particulières qui confirment cette hypothèse. Petit 1, la fièvre puerpérale du 19e siècle. Le docteur Ignace Philippe Semmelweis, 1818-1865. Il est mort jeune, 57 ans. Un petit peu comme la bougie, il a dû se consumer à toute vitesse. Est bien connu pour avoir démontré la réalité de la contagion microbienne et ses conséquences désastreuses. La réalité microbienne était encore mal connue. Dans les hôpitaux publics, les sages-femmes avaient été évincées la plupart du temps et les étudiants en médecine apprenaient le métier sur le tas. Ils passaient de la salle de dissection des cadavres à la salle d'accouchement sans se changer ni se laver les mains, même pas avec du gel hydroalcoolique. Bande d'alcooliques. Si Semmelweis était manifestement sincère et de bonne volonté, il nous faut tenir compte du contexte. À l'époque, la flambée industrielle et l'appât de l'argent pour les paysans avaient provoqué un énorme exode rural pour remplir les usines. Les populations déracinées étaient enfermées dans des cités dortoirs, la pollution industrielle frisait la démence, la nourriture était pauvre, carencée, voire frelatée, l'eau était polluée. Il est clair que la carence vitaminique était profonde. Le cynisme des étudiants et leur manque de respect pour les parturiantes a été un traumatisme supplémentaire pour ces pauvres femmes. Tous ces stress, bien sûr, ne pouvaient qu'augmenter la situation de carence vitaminique. Les bactéries transmises ou inoculées par ces étudiants en médecine, dans leur milieu dyscrasique propre, cadavres, véhiculaient des microzymas chargés de démonter la matière azotée des cadavres. En l'absence de vitamine C, il leur était impossible de prendre conscience qu'ils n'étaient pas chez eux en quelque sorte. Alors attention, ici on parle bien des microzymas et non pas des étudiants en médecine, j'espère que vous suivez. Ils étaient un petit peu comme des individus perdus dans un nuage de fumée noire lors d'un incendie. Et ils continuaient donc à démonter la matière organique autour d'eux, provoquant la mort des femmes contaminées. Il faut tenir compte aussi du fait que le bébé à l'intérieur de l'utérus est distinct de la maman, il est un petit peu comme un corps étranger. Il se pourrait que les microzymas inoculés avec ce milieu dyscrasique cadavérique puissent alors assimiler le placenta du bébé à un cadavre à éliminer. Je crois que nous devrions cesser une fois pour toutes de parler de système immunitaire. C'est un mythe infantile et sans le moindre fondement scientifique. Par contre, il existe de toute évidence un système identitaire à l'échelle des microzymas. N'allez pas confondre avec génération identitaire, ça n'a rien à voir. Oui, j'ai bien compris. Des bactéries étrangères à un organisme ne sont jamais invasives, car elles savent qu'elles ne sont pas chez elles. Alors comment elles le savent ? Je n'en sais rien, il faut leur demander. Non, je préfère pas.
Béchamp a pu démontrer de manière scientifique cette réalité. Ce phénomène va jouer d'ailleurs dans le mécanisme d'expulsion du placenta une fois le bébé venu au monde. Tous les microzymas ont pour fonction essentielle de bâtir et de faire fonctionner les organismes vivants, non de les détruire. Si donc ces bactéries étrangères et les microzymas qui les ont bâtis ont pu être inopportuns ou malvenus dans les cas dénoncés par le Dr Semmelweis, c'était parce qu'il y avait dans ce cas simultanément une dyscrasie externe, la pénétration avec des mains sales, et une dyscrasie interne, le scorbut et la présence du placenta. Nous pouvons ranger dans la même catégorie certaines infections provoquées par des morsures d'animaux. Il est clair qu'une plaie profonde, dilacérant le muscle en profondeur et saignant insuffisamment, peut entraîner une infection locale avec absédation et gonflement parfois impressionnant. Au niveau des mains, ces infections peuvent enflammer les gaines tendineuses et déclencher des douleurs qui remontent vers l'avant-bras et le bras. Ayant vécu une mésaventure de ce genre début février 2015, je peux parler en connaissance de cause. Je me suis fait mordre par un vieux chat sauvage, l'un de ces crocs pénétrant très profondément dans la pulpe de mon index droit, l'autre croc pinçant très violemment la masse musculaire correspondante. Mon doigt a doublé de volume très rapidement et une collection purulente s'est développée sous la peau qui s'était refermée trop hâtivement. Tout cela a guéri en moins de 8 jours, sans antibiotiques. 1. En augmentant simplement les doses du complexe de vitamine B, le complexe Paracels, et la vitamine C. 2. En faisant localement des pansements alcoolisés, alternés avec des cataplasmes d'argile. Mon corps m'informait de manière très précise de l'évolution de la situation. Si j'oubliais les soins, les vitamines ou la prise de sucre, bonbons, la douleur repartait, en particulier au niveau de la gaine tendineuse, au-dessus du poignet. Je fais une parenthèse par rapport aux bonbons. Je vous ai apporté des bonbons. Et ayant déjà vu des commentaires sous certaines de mes vidéos, n'est-ce pas, par rapport à ça, il faut bien comprendre qu'ici, Alain ne vous encourage pas du tout ni à consommer du sucre, ni à manger des bonbons. On est bien d'accord. Il faut que les choses soient claires. Qu'on n'aille pas me dire ensuite que j'encourage les gens à manger des sucettes à la nuit, par exemple. Le pus, examiné au microscope à fond noir, ne présentait aucun germe. Voici donc des photos qui ont été prises de ce fameux pus. Alors il y a plusieurs clichés qui ont été pris en divers endroits de la lame. Les microzymas y étaient nombreux et vifs et grouillaient tout particulièrement à l'intérieur des globules blancs. Je pense que les biologistes officiels auraient mis ce pus en culture dans des boîtes de gel nourrissant. Ils auraient ainsi obtenu l'apparition de germes. Ces germes, qui poussent dans les fameuses boîtes de pétri, sont spécifiques non pas de la lésion ou de l'agression qui en était la cause, mais du milieu dyscrasique de la boîte de gel utilisée. Les constantes bioélectroniques, l'oxygène ou non, les éléments nutritifs. Avec Béchamp, nous savons parfaitement que ce sont ces conditions locales qui déterminent la construction par les microzymas de tel ou tel germe particulier, car ils répondent comme toujours à une dyscrasie locale, à un terrain. Dans la réalité du vivant, j'ai donc pu constater la présence d'un chantier particulièrement animé, mais pas le moindre germe. Ce que nous prenons pour une guerre n'est donc rien d'autre qu'une réparation en profondeur de lésions mécaniques plus ou moins importantes, avec évacuation de tissus nécrosés et peut-être, s'il y en avait, l'évacuation de bactéries étrangères. J'ai pu observer à maintes reprises sur le vivant que le pus et les diverses sécrétions purulentes ne contiennent que rarement des germes, sauf s'il s'agit d'une problématique ancienne. Alors est-ce que les microzymas en pareil cas se mettent à plusieurs pour résoudre une situation persistante et gênante ? Je pense que le problème majeur de ce type de lésion est d'abord et avant tout l'évacuation des tissus nécrosés et dilacérés par la violence du traumatisme mécanique. Il y a 30 ans, les médecins n'hésitaient pas à inciser ce genre de lésion pour faciliter cette évacuation et accélérer la guérison. L'utilisation des antibiotiques bloque le travail des microzymas et abâtardit le tableau clinique
en le faisant traîner en longueur. Les vitamines, au contraire, potentialisent le travail des microzymas. Deuxièmement, les toxi-infections, le tétanos, le botulisme, la diphtérie. Ces maladies se caractérisent par deux pôles actifs. Un foyer localisé dans une région du corps avec développement de bactéries. Une imprégnation toxinique des cellules nerveuses de l'organisme à partir du foyer bactérien. Il est à noter que les prétendus anticorps protecteurs obtenus par la vaccination se trouvent dans le sang et ne peuvent en aucun cas venir au contact de ces toxines à l'abri derrière la membrane bactérienne. En général, le foyer primaire est peu évident, alors que les manifestations toxiniques sont tout à fait spectaculaires, en particulier l'opistotonos pour le cas du tétanos, avec le malade qui spasme tous ses muscles, se rigidifie et bloque, entre autres choses, la respiration et même le muscle cardiaque. Donc sur cette première photo, on voit l'opistotonos par tétanos chez un adulte. Et sur cette photo, donc l'opistotonos par tétanos chez un bébé. Les bactéries étant construites par les microzymas du malade, il est étonnant de les voir fabriquer une toxine d'une si grande nocivité. Et ce constat pourrait remettre en question les travaux de Béchamp, son regard sur la maladie et la bienveillance du créateur. Pourtant, l'injection intraveineuse de magnésium, qui a les mêmes propriétés antioxydantes que la vitamine C, mais avec une moindre efficacité, sous une forme ou une autre, guérit le tétanos en une demi-heure environ. Et si l'on opte pour une injection de vitamine C, la guérison intervient dans les minutes qui suivent. Il semble que ces substances permettent aux microzymas d'effectuer non seulement la neutralisation des toxines partout où elles se trouvent, mais surtout qu'elles stoppent la synthèse de ces toxines au niveau des bactéries. Il est donc probable que la synthèse de ces toxines ne relève pas d'une soi-disant intention malveillante des bactéries, mais plutôt d'un désordre lié au scorbut. D'autant que l'un des symptômes de la maladie de Barlow, le scorbut infantile, est justement l'opistotonos, CQFD. Nous pouvons aussi en conclure que la prise régulière de vitamine C, 8 à 10 grammes par jour d'acide L-ascorbique chez un adulte, est la meilleure prévention du tétanos. En cas de tétanos déclaré, l'injection intraveineuse de quelques grammes de vitamine C permettrait de le guérir en quelques minutes en évitant toute souffrance intempestive. Voir les travaux de l'école orthomoléculaire aux USA. Sur le plan géographique et épidémiologique, le tétanos est une maladie rare, moins de 10 cas par an en France, dont 9 vont guérir grâce aux soins que l'on peut qualifier d'héroïques de la médecine officielle, curare paralysant tous les muscles, ventilation artificielle, etc. Les sceptiques de service n'hésiteront pas à vous dire s'il y a si peu de cas, c'est grâce à la vaccination. Attendez, ne vous excitez pas trop, les pro-vaccins, ça n'est pas terminé. Sur le plan statistique, quelques cas sont provoqués par une plaie contuse écrasant du muscle ou par une brûlure au 3e degré carbonisant du muscle, ce qui génère une asepsie absolue et donc l'impossibilité d'une contamination extérieure, bien sûr. L'utilisation du vaccin à tort et à travers, surtout s'il est injecté plus ou moins par mégarde en intramusculaire, est probablement la cause des autres cas. En effet, le vaccin est préparé par culture de bacilles tétaniques dans un milieu dyscrasique adéquat. Ensuite, le milieu est filtré par un filtre dont les pores ne peuvent pas laisser passer les bacilles tétaniques. Par contre, ils peuvent laisser passer les microzymas de ce milieu. L'inoculation du vaccin est donc une inoculation d'un milieu dyscrasique étranger associé à des microzymas préprogrammés. Dans l'ex-URSS, le professeur Bochian, sans commentaire, de renommée mondiale, avait proposé de séparer les bacilles du liquide surnageant par ultracentrifugation. En pareil cas, les microzymas se retrouvent avec les bacilles au fond du tube à essai. Les contaminations
avec le vaccin obtenu par cette méthode ne se produisait jamais. Mais ce n'était pas le grand et glorieux Institut Pasteur. Nous le savons bien, dans notre France pasteurienne, je dirais même plus pasteurisée du bulbe, les accidents provoqués par les vaccins sont plus qu'exceptionnels, et leur efficacité n'a plus à être démontrée. Elle ne l'a jamais été, bien sûr. Si donc un vaccin provoque un tétanos, on cherchera une hypothétique piqûre de rose, soi-disant contaminée par du fumier de cheval. Fin donc de ce cours sur les maladies et la contagion. Le prochain cours abordera encore la contagion, mais sous un angle psychosomatique. Nous ne sommes pas, à mon sens, encore suffisamment nombreux à connaître les travaux du grand professeur Antoine Béchamp. La majorité, on va dire, est pasteurienne, c'est-à-dire que nous avons été conditionnés depuis notre plus jeune âge à penser d'une certaine façon. Si la majorité pense que les virus existent, par exemple, eh bien, c'est que la majorité a raison. Laquelle de majorité? Laquelle, d'abord? Laquelle? Celle qui pensait que la Terre était plate? Celle qui veut rétablir la peine de mort? Celle qui se fout une plume dans le cul parce que c'est la mode? Laquelle, exactement?